Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter le tarot de John Bower. Alors, en fait, c'était un achat un peu impulsif, tout simplement parce que j'ai dû repasser une commande sur Amazon pour commander mon nouveau Leuchtturm, parce que je travaille avec des bujots Leuchtturm. Et du coup, en général, à chaque fois que je passe une petite commande sur Amazon, je regarde s'il n'y a pas un petit truc dont j'aurais envie en plus, type un bouquin que j'ai mis dans ma wishlist, type peut-être un jeu de tarot, mais ça c'est plutôt rare. Et en fait, j'avais ajouté celui-ci il y a peu sur ma wishlist parce que j'avais vu passer des images sur Instagram et je trouvais ça, mais juste à tomber par terre, cette atmosphère très féerique, très celtique, très conte de fées. Et du coup, je l'ai commandé sans avoir beaucoup plus d'informations sur ce jeu. Et puis ça tombe bien que je vous fasse cette présentation aujourd'hui parce que j'ai rouvert les ventes pour l'initiation au tarot intuitif. Je vous mets les liens en dessous si ça vous plairait de suivre ce cours. Honnêtement, j'ai déjà eu, ça sera ma 4e session et c'est à chaque fois un grand plaisir, un grand enthousiasme. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Une petite page de présentation. Un petit livret qui est un petit peu dans toutes les langues qui, bon, honnêtement, c'est pas le plus beau livret du monde. La boîte non plus, c'est pas la... J'adore les illustrations qui ont été choisies, hein, mais c'est pas la plus belle boîte du monde non plus. En fait, j'ai vraiment été séduite par l'atmosphère, par les dessins. Et ensuite, ce qui s'est passé avec ce jeu-là, j'ai été... j'ai été déçue par certains aspects, par certains dessins notamment, parce que j'ai remarqué qu'en général, les dessins étaient très très fins, très très travaillés. Mais vous verrez, attendez, je vais essayer de vous en trouver une. Tout d'un coup, on tombe sur une image qui est, franchement, c'est beaucoup moins fin, c'est limite bâclé. Et du coup, je me suis renseignée sur comment est-ce qu'avait été fabriqué ce jeu de tarot. Donc, c'était pas au départ, John Bower n'a pas décidé de fabriquer ce tarot. C'est une décision d'éditeurs qui ont pris des illustrations de John Bower pour fabriquer un tarot avec. Donc, les interprétations qu'on a dedans, enfin, si ça colle au Rider-Waite classique, c'est des fois un peu approximatif. Donc c'est vraiment des illustrations qui étaient utilisées pour construire ce tarot. C'est pas un tarot que John Bower a conçu lui-même, d'où aussi la différence des fois de qualité entre les différentes images. Alors du coup, certaines fois, je me suis demandé quel lien il y avait entre le dessin qui était présenté et l'interprétation classique du tarot pour une carte donnée. Donc je me suis honnêtement référée parfois au livret parce que je ne voyais pas trop le lien et en fait c'est bon là. Regardez par exemple le magicien, je collais pas. C'est quelque chose que je commence à acquérir et je me sens plus à l'aise avec. Donc honnêtement c'est un tarot qui demande vraiment de se plonger dedans, qui va peut-être demander du travail, que je ne recommande pas forcément pour des débutants. Si vous suivez mon initiation au tarot intuitif, ne démarrez pas forcément avec ce tarot là. Ceux qui possèdent déjà ce tarot, ceux qui aimeraient l'acquérir, je veux bien avoir votre avis, votre regard à vous sur les cartes. Et puis on y va tout de suite avec les arcanes majeures. On commence avec le fou, qui est pour moi vraiment la carte de profiter. C'est la carte du plaisir absolu, de la joie, de l'insouciance. Et c'est aussi, quelque part, profiter sans se soucier du futur. C'est croquer la vie à pleines dents et c'est un peu faire le gamin. Je retrouve vraiment l'esprit de gamin insouciant du fou. Pas forcément la prise de risque, etc. là-dedans, mais vraiment de pas trop penser au lendemain. Pour la carte du magicien, j'avoue que j'ai un peu bugué sur cette carte au départ parce qu'elle ne correspondait pas à ma vision à moi du magicien au départ. Mais en y regardant plus près, on est vraiment face à une puissance très ancrée, quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui est prêt à bondir. Il y a quelque chose de l'ordre d'être prêt à l'action. Avec la grande prêtresse, on est face à une petite fille qui se contemple dans l'eau. Donc c'est vraiment une carte de, quelque part, son soi, son âme ou quelque chose comme ça mise à nu. Et ça me fait penser aussi à un rituel de sorcière ou un rituel de chaman. Donc il s'agit sans doute là de vraiment sonder son cœur. On est vraiment très relié au monde émotionnel de la lune. Avec la carte de l'impératrice, on est vraiment dans une communion avec la nature. C'est une carte aussi de plaisir.
de fertilité, de féminité. Donc je la rattache vraiment à la planète Vénus. Et on voit qu'il y a vraiment une maturité atteinte par rapport à cette carte précédente. Comme si la papesse, pardon, je vous remonte la carte, mais c'est comme si la papesse ou la grande prêtresse était l'enfant intérieur et l'impératrice va plus représenter le féminin sacré, le féminin adulte en fait. Avec la carte de l'empereur, on est dans une figure d'autorité, mais qui pour moi ne se retrouve pas là de le grand bonhomme, mais dans la petite silhouette. C'est quelque part oser se dresser devant l'autorité, oser s'affirmer, oser être vu. C'est un peu aussi se rebeller. Donc là aussi, par rapport à l'astrologie, je retrouve bien le signe du bélier. Avec la carte du pape, on est dans le guide naturel quelque part. Le grand initiateur qui permet à des enfants perdus de s'en sortir si au moins ils osent interroger les bonnes personnes et s'ils osent s'ouvrir. Donc c'est très dans l'élémentaire, c'est très dans une sagesse terrienne, c'est lent, c'est protecteur, des fois ça peut être un peu inquiétant, mais c'est quand même bienveillant à la base. Les amants, on est vraiment là dans la joie amoureuse, dans le profit de l'autre, la danse, le mariage, la passion. Donc il y a quelque chose de l'ordre de tout oublier aussi, de s'immerger dans la passion et dans l'amour. Et la carte du chariot, c'est pour moi, hein, là-dedans, tu vois, c'est cheminer avec confiance, avec un cœur neuf, toujours en découverte. Donc il y a quelque part, avec ce petit bonhomme, un esprit naïf et sans peur. On fait vraiment face à son passé. Et ça me rappelle effectivement vraiment le signe du cancer auquel est associée cette carte. La carte de la force qui se retrouve en position 8 dans ce jeu-là, donc comme dans un système Rider-Waite-Smith classique, qui a la force en position 8. Donc pour moi là, il s'agit de dompter la bête sauvage en soi. C'est aussi une carte de connaissance de soi. On ose affronter son monstre intérieur, on fait la paix avec ses démons. Et c'est aussi être habité d'une grande force. En fait, on est vraiment dans notre grotte intérieure. On fait alliance avec notre enfant intérieur et avec notre côté ours sauvage. La carte de l'ermite que j'aime beaucoup, c'est pour le coup une carte d'illumination, de clairvoyance, de solitude tranquille, de sagesse d'enfant aussi. Donc là aussi, je fais une association forte avec le signe de la Vierge qui sait, qui guide, qui parle sans doute assez peu. Avec la roue de fortune, là, on est vraiment soumis au destin. Pour moi, c'est une carte quand même de grande soumission. Je ne trouve pas que ce soit une figure très positive. C'est comme si ça servait à rien d'aller à contre-courant. Il faut suivre le flux. Ensuite, on est avec la carte de la justice qui m'a beaucoup intriguée. Pour moi, c'est comme un peu Oedipe qui va demander l'avis d'une sorte de Pythie. Il y a une soumission à une instance supérieure et c'est oser demander l'avis de quelqu'un. Avec le pendu, on accepte de regarder vers le haut pour découvrir quelque chose de neuf. Et comme l'homme qui regarde cette femme, et c'est aussi accepter de regarder vers le bas, de s'abaisser pour trouver l'amour. Donc on ne trouve pas exceptionnellement de personnage de pendu, là, sur cette carte, mais on a une inversion des perspectives qui est bien présente dans les cartes de pendu traditionnelles. Donc c'est vraiment atteindre un monde féerique, on a une espèce de pan ici, c'est s'ouvrir de nouvelles portes. Ensuite, la carte de la mort, qui m'a aussi pas mal intriguée, c'est vraiment une porte ouverte vers l'inconnu. On accepte d'avancer en étant totalement dépouillé, on emporte une connaissance avec soi. Pour moi, c'est ce que ça représentait, ces deux femmes qui portent un pot, là. Mais pour moi, c'est vraiment un saut dans le vide. C'est une porte, ça me fait penser à la porte ouverte d'un vaisseau spatial en fait, ça fait un peu guerre des étoiles là. Bon, la carte de la tempérance, comme j'ai dit, le dessin m'a vraiment interloqué par sa qualité et par le choix de l'image représentée. J'ai pas compris l'unique élément eau, puisque pour moi la tempérance c'est justement le fait de mêler les éléments. Alors par contre on trouve le silence de l'eau, on trouve le fait de se sonder, d'accepter la lenteur, d'accepter le temps de pause, qui sont pour moi des éléments de la tempérance. Le diable, alors là pour le coup on est à fond dans la carte du diable, c'est une fuite, c'est un vol, c'est une tromperie, il s'agit d'être malin, de prendre du plaisir, d'être ambitieux. Pour moi ça rejoint plus l'idée d'une farce
un peu mauvaise peut-être, que l'idée du mal. Ensuite, la carte de la tour, pour le coup, qui est assez inquiétante. Il s'agit sans doute d'affronter ce qui va nous faire le plus peur. Donc, je trouve que dans ce jeu, il y a quand même pas mal de cartes qui parlent d'affronter ses peurs, de se sentir tout petit devant quelque chose qui nous dépasse ou qui semble plus puissant que nous. En tout cas, on l'a dans la carte de l'empereur, on l'a dans la carte de la justice, ici dans la carte de la tour, et puis ça reviendra encore. La carte de l'étoile, alors pour le coup avec ce magnifique ciel étoilé, c'est se laisser guider par les étoiles quand tout va mal. On va se remettre à ce qu'il y a de plus grand que nous. Et on va continuer de cheminer, quoi qu'il nous en coûte. La lune, on est dans un monde de fantasmes, d'illusions, de choses extraordinaires. Pour le coup, c'est vraiment très féerique ou onirique. Et on se sent accompagné et on se sent apaisé. Donc pour moi, c'est pas une image qui reflète la peur, comme dans beaucoup d'autres cartes de la lune. C'est plutôt une histoire de fantaisie, d'illusion, de rêverie. Avec la carte du soleil, on est vraiment dans l'idée d'aller de l'avant, d'être optimiste, d'être ambitieux, d'avoir réussi, parce qu'on a un gros sac bien chargé là, d'être illuminé aussi, parce qu'il y a du soleil, mais c'est aussi une solitude pour moi cette carte, et c'est une histoire du poids de la réussite. Le jugement, on est dans la... Je trouve que c'est une carte assez traditionnelle du jugement en fait, parce qu'on accepte le changement, on accepte des nouvelles, on accepte d'ouvrir son cœur, on accepte de se remettre en question. Et enfin, pour finir, la carte du monde, j'ai l'impression d'être devant une espèce de prière où on va remercier pour les réussites qu'on a eues. C'est une carte de gratitude, d'aboutissement, parce qu'on est bien habillé, etc. Donc, se voir dans un miroir, c'est aussi pour moi faire le bilan, c'est contempler le résultat qu'on a eu. Et aussi, on trouve une certaine superficialité quand même. Il y a une histoire de frime, ouais. Il y a quelque chose comme ça là-dedans. Donc voilà pour les arcanes majeurs. On poursuit avec les coupes. Donc, avec l'As, pour moi, on est face à un flot incontrôlable d'émotions. On ne peut pas lutter. Il y a vraiment une gestion des émotions qui s'impose sans doute. Ensuite, pour le 2 de coupe, c'est vraiment une carte d'amour, de partenariat. On a peut-être trouvé celui ou celle qui va nous sauver. On a trouvé son prince charmant un petit peu. Et puis aussi, il y a un espèce de déséquilibre parce qu'on voit qu'ils ne sont pas habillés de la même façon. Ils ont sans doute des choses différentes à se donner. Il y a une espèce de donnant-donnant. Chacun va donner ses valeurs propres. Et pour moi, c'est aussi une interrogation de qu'est-ce qu'on va donner à l'autre. Avec le 3, c'est accepter de faire partie d'un groupe, d'une équipe. Même si on se sent différent, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'être accepté dans cette carte-là. Avec le 4, on est vraiment face à une carte de pause, de méditation, de se recentrer sur toi. On a peut-être aussi le sentiment de perte et de retrait émotionnel. Ça ressemble pas mal au 5 de coupe dans les autres jeux de tarot. Et avec ce 5 de coupe, justement, j'ai l'impression qu'on peut se tourner vers les autres en cas de besoin. C'est quelque chose de l'ordre de se confier qui est dans cette carte, je trouve. C'est une belle carte d'espoir. C'est de la discussion, c'est de l'aide, c'est du soutien. C'est partager même si on est différent l'un de l'autre. Avec le 6, dans les autres jeux de tarot, c'est plutôt une carte de souvenir, d'enfance et de nostalgie. Et ici, on voit plutôt une carte de plaisir de la rencontre et de la réciprocité, de se découvrir, de se retrouver l'un dans l'autre. Je passe au 7 de coupe. Là aussi, je trouve que le dessin est approximatif par rapport à la finesse des autres. Et je trouve aussi que le sens est différent des tarots classiques où d'habitude, c'est une carte de tentation et de dispersion. Là, j'y vois l'idée de ne pas se laisser peut-être happer par des visions cauchemardesques, par des peurs, par une furie ambiante. C'est aussi pour moi une carte peut-être d'avoir un entourage qui est très perturbé et d'être un petit peu en retrait ou en recul ou dans l'observation. Avec le 8 de coupe, alors franchement, j'ai un peu bugué sur cette carte, je ne la comprenais pas d'office. Parce que dans les autres jeux classiques, c'est une carte de se détourner et de poursuivre un autre chemin en fait. De décider de faire autrement ou de poursuivre un autre but. Et là,
avec cet homme tout nu, debout devant les autres qui sont recueillis et habillés pour le coup. Il y a le refus d'une certaine tradition, un refus peut-être de s'habiller, de s'agenouiller, de se soumettre. C'est le fait d'être différent même si on fait partie d'un groupe. Donc voilà ce que j'en dis pour l'instant. Ça reste pour moi à vraiment travailler à l'intuition au fur et à mesure des tirages. Et là aussi, en 9 de coupe, j'ai pas compris tout de suite de quoi il pouvait retourner parce que dans le sens classique, c'est souvent une carte de souhait exaucé, de contentement. Je veux bien avoir votre avis sur cette carte si vous voulez me le donner. Mais j'ai une idée pour le grand géant, c'est trouver peut-être un espèce de trésor inattendu ou, si on se place dans la perspective de la petite bonne femme, là, de faire une rencontre inattendue, de trouver peut-être un allié puissant et surprenant. Et ensuite, pour le 10 de coupe, on est dans une carte d'amour, de richesse, etc. Peut-être de spiritualité aussi. Mais je sais pas, je suis un peu mal à l'aise face à cette carte. Il y a un homme en armure avec une espèce de femme fée qui semble un peu soumise, peut-être enlevée. Je sais pas si j'y vois vraiment une image de bonheur en fait. J'en sais rien. Là aussi, je veux bien votre avis. Pour les personnages de la cour, là, on est dans la carte du page. Vous voyez, c'est symbolisé, il y a des petits symboles en haut des cartes à chaque fois. Donc ça, c'est la carte du page. Et c'est peut-être avec ce page de coupe, le fait d'avoir du mal à discerner ce qui est important, du mal à établir un lien, mais aussi la joie de la découverte, de la confrontation et de la remise en question. Ensuite, pour le chevalier de coupe, là, on est vraiment dans le fait de suivre son cœur, de s'émerveiller, d'élargir son horizon émotionnel, spirituel, artistique. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est assez traditionnel pour un chevalier de coupe. Et pour la reine de coupe, là, pour le coup, c'est pas mal se laisser guider, couronner en fait, par son intuition, se reconnecter à soi, se reconnecter à son intériorité, au mystère qui nous entoure. Et pour moi, on est beaucoup plus dans le côté mystique et intuitif que dans le côté affectif et émotionnel de la reine de coupe. Et enfin, le roi de coupe, normalement, c'est censé être un petit peu la mission de guide du roi. Mais là, on est plus pour moi dans une espèce d'intuition enfantine qui va guider une personne sage. En fait, dans les deux cas, l'un peut être le guide de l'autre. Et dans les deux cas, c'est un partage d'expérience. D'un côté, l'expérience et d'un autre côté, le côté juvénile et frais. Ça me fait penser au film en fait, où il s'agit de la rencontre entre un enfant effronté et un vieil homme bourru. Il y en a plusieurs dans ce genre-là. Et chacun va en fait nourrir l'autre. C'est parti pour les cartes de denier. Donc là, avec cette tasse de denier, on est vraiment... c'est vraiment sur le chemin de la richesse. C'est comme ça, c'est un mouvement volontaire vers la richesse et l'aboutissement. Avec le 2 de denier, on est vraiment là face à une question du choix, c'est-à-dire à qui est-ce qu'on va dévouer son temps ou à quoi est-ce qu'on va dévouer son temps, où est-ce qu'on va mettre notre responsabilité, comment on va faire pour équilibrer tout ça. Avec le 3 de denier, on est vraiment dans le fait de faire ce qui doit être fait. Donc, on est face à une œuvre en collaboration, une œuvre collaborative pour quelque chose de plus grand que soi. C'est le fait aussi de répondre à une demande sociale, de travailler dans le sens social, économique du terme. Alors, là aussi, j'étais en mode, c'est quoi ce dessin bâclé et on est vraiment devant une carte d'avarice, il y a une logique d'économie. On se pose la question aussi de quoi faire des ressources. Avec le 5 de denier, on accepte de prendre des risques et d'être un temps dans le froid et le dénuement. Donc pour moi, c'est aussi pas mal une carte d'espoir en fait, et d'oser sortir de sa zone de confort. C'est pas tant une carte de manque comme dans les autres tarots type Rider-Waite. Avec le 6, qui est normalement une carte de générosité, on est face à une image qui m'a vraiment rappelé la cigale et la fourmi.
la cigale qui vient demander de l'aide à la fourmi qui a su économiser. Et on est vraiment dans la problématique de est-ce qu'on fait un don ou est-ce qu'on reste rigide et crispé sur ses possessions, ou est-ce qu'on accepte de demander de l'aide, est-ce qu'on accepte d'en recevoir, est-ce qu'on est dans l'espoir d'en recevoir ou bien est-ce qu'on va avoir affaire à un non. C'est vraiment l'interrogation du don en fait. Et là, dans le 7 de denier, on est dans le fait d'accepter d'aller à la recherche de quelque chose, de découvrir un nouveau monde. Donc on n'est pas vraiment dans la compréhension normée du 7 de denier. Avec le 8, on est face à un travail sérieux, un travail patient, un travail nécessaire. Donc là par contre on est bien à fond dans le sens traditionnel. Et avec le 9 de denier, on est bien dans le sens de la richesse et aussi d'une certaine superficialité et de profiter des avantages matériels qu'on a. Pour le 10, on est vraiment face à une idée de communauté, de se sentir accueilli au sein d'un groupe, de se sentir protégé. C'est vraiment une carte de communauté et de famille, je trouve. Pour les personnages de la cour, avec la carte du page, sur lequel j'ai aussi bugué parce qu'on n'a pas du tout l'idée de jeunesse du page, mais c'est une idée peut-être d'entamer un voyage en prenant nos ressources avec nous. On envisage peut-être des difficultés dans l'avenir et on se prépare. J'ai beaucoup de mal à voir cette carte en positif en fait, donc c'est peut-être une carte avec laquelle je vais devoir encore un peu cheminer. Et pour le chevalier, par contre, là on est bien dans le plaisir d'aller de l'avant, c'est le plaisir de la conquête et de l'enrichissement. C'est bien une carte de persévérance, c'est bien une carte de vigilance. Et la reine de denier, dans laquelle je me reconnais d'habitude, alors je ne la trouvais pas du tout traditionnelle, mais elle se sent visiblement protégée au sein d'un groupe, elle se sent sans doute honorée, elle est sans doute de bons conseils, c'est quelqu'un devant laquelle on va peut-être chercher des conseils, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là j'ai le roi de denier, qui est... alors pour moi, je voyais le roi de denier ici, hein, dans le petit bonhomme. Et pour moi, c'est le fait d'avoir une entreprise ou des richesses qui travaillent pour nous. Il y a une espèce de gros esclave là, au service du petit homme. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui représente peut-être une mentalité d'entrepreneur ou d'investisseur. Il y a du travail, il y a de l'ambition, il y a le fait de diriger aussi. Voici les cartes de bâton. Donc avec ces tasses, pour moi, on est devant tout un monde énergétique caché, là, peut-être, à découvrir. Ensuite, là, pour moi, le 2 de bâton, c'est vraiment le démarrage d'un grand projet de conquête. C'est le fait d'être ambitieux, de se projeter, de lancer ses troupes ou de voir arriver ses troupes, ce qui va nous permettre de faire quelque chose. Pour le 3 de bâton, on est dans le fait de voir loin, de bénéficier d'autres avis. Il y a une idée d'attendre aussi un certain résultat. Pour le 4 de bâton, c'est la précipitation, c'est l'emballement, c'est la joie, c'est le fait d'être focalisé sur un but, de poursuivre un but aussi. Donc on n'est pas dans une carte comme d'habitude de pause et de juste de célébration, mais c'est vraiment y aller tête baissée quelque part. Et pour le 5, pour moi, c'est pas mal une idée d'être harcelé, d'être en danger, de se sentir menacé. Et si je devais donner un conseil avec cette carte, c'est il est nécessaire de relâcher la pression. Bon, la carte du 6, elle est similaire aux autres expressions du 6 de bâton. C'est la victoire, c'est le fait d'être reconnu, c'est le succès reconnu. Et dans le 7, on est bien dans le fait de se défendre. En fait, ça m'a vraiment fait penser à l'histoire d'Ulysse et des Cyclopes. Donc de devoir trouver des ruses pour tenir bon et pour te sortir d'un mauvais pas. Et de ne peut-être pas être très puissant, mais en tout cas d'être rusé, d'avoir cette intelligence. Là, on est dans le 8 de bâton, qui est le fait de prendre de la hauteur pour moi ici, de se détacher pour y voir plus clair, de pouvoir établir un plan, de ne pas être dans la tempête du dessous, mais être dans le monde des idées du dessus. Dans le 9 de bâton, c'est peut-être s'attendre à l'inattendu. Il y a une méfiance qui est là et en même temps la possibilité d'une opportunité.
Donc c'est vraiment ouvrir l'œil sur les dangers, sur les opportunités. Souvent l'élément qui nous manque arrive là où on ne l'attend pas. Donc ça va aussi être une carte de vigilance et d'ouverture. Et enfin le 10 de bâton, c'est le bout du voyage. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite personne qui est étendue par terre et plein de petits monstres de la forêt qui la regardent. Mais c'est le fait d'être arrivé au bout du voyage et d'être accueilli, voire recueilli. En fait, ça me fait vraiment penser à cette image de la Blanche-Neige de Disney. Après son parcours dans la forêt, quand elle est étalée par terre et que les animaux la regardent et qu'elle a eu très 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 peur, c'est quelque part être complètement épuisée, mais être entourée de bienveillance. Et c'est accepter de s'écrouler pour pouvoir être guidée. Donc je trouve que c'est une carte assez jolie, contrairement à ce qu'on en comprend dans les autres jeux type Rider-Waite. Voici le page de bâton qui pour moi est vraiment l'appel à l'action, hein, l'élan, la jeunesse pour le coup. Et puis le chevalier, c'est se sentir guidé vers un but en particulier, c'est une carte d'engagement pour moi. Avec la reine de bâton, c'est plus le fait de profiter du moment présent, de se laisser aller au plaisir. Pour moi, c'est vraiment une carte de plaisir. Et enfin, le roi de bâton, c'est sans doute, pour moi, avoir établi ses valeurs, avoir établi sa réputation, être solide, être aussi dans l'accueil. Voilà pour les bâtons. Et je passe enfin, attendez, je les prends aux cartes d'épée. Alors, les voici. Donc là, on est devant l'as d'épée qui est... alors, on a bien l'aigle du monde des épées qui est représenté là. Et c'est communiquer avec un être d'une autre espèce, là, entre cette petite fille et cet aigle. Donc, c'est une ouverture du dialogue. C'est aussi une carte de don et de vulnérabilité pour moi. Pour ce 2 d'épée, j'ai bien dit que c'était les épées, n'est-ce pas? J'ai un petit doute. On a besoin de prendre une décision claire, de sortir d'un mauvais pas. Pour moi, c'est vraiment assez similaire au 5 de bâton qui était une carte de menace. Là aussi, je sens que c'est une menace et de choix à faire et de devoir trancher dans le vif quelque part. Et pour le 3, on est comme dans les autres jeux de tarot, on est face à une image de cœur brisé, de perte, de chagrin. Le 4, il y a vraiment le mot qui m'est venu, c'était halte. Et c'est l'idée de prendre le temps, d'être peut-être dans un espèce de repos forcé, de maladie ou de convalescence. Le 5 d'épée, c'est pour moi le fait de planifier l'action, de débusquer l'opportunité, d'attaquer, de profiter. Peut-être du sens du danger si on se met à la place du pêcheur ou de vol, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas une carte de confrontation, d'opportunité, de menace imminente, je ne sais pas. Un peu tout ça à la fois. Et pour le 6, attendez, je vous fais la mise au point, voilà. Le 6 d'épée, c'est laisser le pire derrière soi et avancer coûte que coûte. C'est un peu une carte de fuite, mais de fuite sans doute pour le meilleur, parce qu'on ne pouvait pas rester là où on était. Avec le 7 d'épée, c'est le fait pour moi d'aller vers son rêve, d'être décidé. C'est pas du tout similaire aux autres jeux de tarot qui comportent plutôt une idée de duplicité dans le 7 d'épée. Pour le 8 d'épée, j'aime beaucoup cette carte. C'est vraiment pour moi une carte de protection, de se sentir protégé. Et là aussi, on ne retrouve pas l'idée d'oppression et d'enfermement des autres jeux classiques pour le 8 d'épée. Pour le 9 d'épée, c'est vraiment se faire du souci. Il y a peut-être des problèmes de santé mentale aussi. C'est une idée de cauchemar, de devoir prendre de la distance et de voir les choses avec plus d'objectivité. Et enfin le 10 d'épée, on est à la fin de quelque chose, au début d'autre chose. C'est vraiment la fin d'un combat. C'est la même chose que dans les autres jeux de tarot, mais sans l'aspect douloureux ou mélodramatique en fait. Je ne sens pas ça comme une carte de douleur, je prends vraiment ça comme la fin et le début d'autre chose. Ensuite, pour les cartes de la cour, on est là dans le page, qui est une carte où visiblement on est face à quelqu'un qui apprend, qui se présente, qui argumente, qui va peut-être devoir convaincre, qui se prépare à faire quelque chose, qui se prépare à faire son numéro.
Avec le chevalier, c'est plus pour moi une carte de sagesse, c'est celle de la boîte en fait. C'est une carte de sagesse, de recul, peut-être aussi un temps de pause et de réflexion avant l'action ou la prise de parole. Avec cette reine d'épée, on est dans une carte pour moi de silence, de retrait, d'observer, écouter, réfléchir aussi. C'est vraiment une carte de réflexion solitaire. Et enfin, avec le roi, on est face à une figure d'autorité qui accepte d'être conseillé, donc qui va sans doute élargir ses connaissances sans rien perdre de son pouvoir d'autorité pour autant. Donc voilà, pour ce qui est de mon cours Astro Tarot, n'importe quoi, ça c'était le cours précédent, l'initiation au tarot intuitif. Vous aurez la possibilité de vous inscrire à ce cours, donc c'est vraiment un cours de tarot, jusqu'au samedi 1er juin. Je reprends ce cours avec un immense plaisir, donc j'espère que vous serez de la partie et je vous souhaite une très jolie journée. À bientôt!